Contrôler la météo, faire pleuvoir sur commande, ça sonne comme de la pure science-fiction, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous que c'est une réalité. Et ça se passe aujourd'hui. Dans cette analyse, on va voir ensemble comment et surtout pourquoi l'humanité a décidé de jouer avec les nuages. Oui, c'est un fait. Un peu partout sur la planète, des pays manipulent activement les nuages, que ce soit pour déclencher la pluie, la neige, ou même pour empêcher la grêle de tout détruire. Pour bien saisir l'ampleur du phénomène, allez, on part pour un petit tour du monde. Première étape, la Chine. Et là, sur le plateau tibétain, on ne fait pas dans la demi-mesure. Le projet est titanesque. Imaginez un peu, des milliers de générateurs au sol, des lances-fusées, tout ça pour contrôler les précipitations sur une zone grande comme 3 fois la France. C'est de très loin le plus grand programme du genre au monde. On change de décor, direction les Émirats arabes unis. Ici, la stratégie est complètement différente. On envoie carrément des avions voler au cœur des nuages pour y déclencher la pluie. C'est devenu une véritable priorité nationale, avec plus de 22 millions de dollars investis depuis 2016 juste pour ça, pour faire tomber l'eau du ciel. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, ça se passe aussi en France. Mais attention, l'objectif n'est pas le même. Dans le sud-ouest notamment, on trouve plus de 800 générateurs. Leur but, pas de faire pleuvoir, non, mais de protéger les précieux vignobles de la grêle. L'idée, c'est de rendre les grêlons plus petits et donc beaucoup moins destructeurs. On le voit bien, ce n'est donc pas juste quelques expériences isolées. C'est un vrai phénomène planétaire. D'ailleurs, l'Organisation météorologique mondiale le confirme. Plus de 50 pays ont aujourd'hui des programmes actifs de modification du temps. La grande question, c'est comment est-ce que tout ça a commencé? Alors, l'histoire de cette technologie, elle est assez folle. Tout part d'une découverte scientifique dans un laboratoire en 1946. Mais très vite, l'armée américaine y voit un potentiel militaire. Le point culminant, c'est son utilisation secrète pendant la guerre du Vietnam. L'objectif était de déclencher des moussons pour littéralement embourber les nids. Ça a créé un tel scandale qu'en 1976, l'ONU a dû intervenir pour interdire son utilisation comme arme de guerre. Aujourd'hui, on le voit bien, les enjeux sont surtout civils. Bon, on a vu l'histoire, les exemples, mais la question de fond reste comment ça marche concrètement? Quelle est la science derrière tout ça? Comment est-ce qu'on peut ensemencer un nuage pour le forcer à pleuvoir? Alors, le concept clé, c'est ce qu'on appelle l'encensement des nuages. L'idée est assez simple en fait. On disperse des particules chimiques très fines dans un nuage qui existe déjà. Ces particules agissent un peu comme des aimants, des noyaux, sur lesquels l'humidité du nuage va venir s'accrocher, se condenser, jusqu'à former des gouttes de pluie ou des cristaux de glace assez lourds pour tomber. Et pour y arriver, il y a 2 grandes méthodes. Et ce qui est intéressant, c'est que tout dépend de la température du nuage. Si le nuage est froid, en dessous de 0, on parle d'ensemencement glaciogène. On utilise de l'iodure d'argent pour créer des petits cristaux de glace qui, en grossissant, tombent en neige ou en pluie. Par contre, pour les nuages plus chauds, c'est la technique hygroscopique. Là, on utilise des sels pour que les mini-gouttelettes d'eau fusionnent, deviennent plus grosses, plus lourdes et finissent par tomber en pluie. Ok, la science est là, le principe est posé. Mais la vraie question, celle qui fâche, c'est est-ce que ça marche vraiment? Et c'est là que le débat s'enflamme. D'un côté, si on écoute ceux qui pratiquent l'ensemencement, les chiffres sont spectaculaires. On parle d'augmentation de pluie de près de 28% en Inde. Et attention, entre 250 et 550% en Arabie Saoudite. Des résultats qui paraissent presque trop beaux pour être vrais. Forcément, face à de tels chiffres, on peut se demander si la science est unanime. La réponse est pas du tout. La communauté scientifique est même très divisée sur la fiabilité de ces résultats. Parce que quand on regarde les études scientifiques indépendantes menées sur des décennies, le son de cloche est radicalement différent. Aux États-Unis, par exemple, on observe une augmentation moyenne d'à peine 3%. C'est tellement faible que ça pourrait très bien être dû au hasard. Le résultat est, comme on dit, statistiquement non significatif. Alors, pour y voir plus clair, tournons-nous vers l'arbitre, l'Organisation météorologique mondiale. Que dit son dernier rapport? Eh bien, c'est très nuancé. En gros, pour les nuages froids, oui, ça peut marcher, mais seulement dans des conditions très précises. Pour les nuages chauds, en revanche, on manque de preuves solides. Et pour la lutte anti-grêle, comme en France, l'OMM est claire, ce n'est pas encore validé de manière convaincante. Et le débat ne s'arrête pas à l'efficacité. Non, parce que cette technologie soulève une véritable tempête de controverses, avec des questions éthiques, environnementales et même géopolitiques.
On peut résumer les inquiétudes en 4 grands points. D'abord, l'impact sur l'environnement et la santé des produits chimiques qu'on disperse. Ensuite, le risque de se tromper et de provoquer des inondations. Puis, la question explosive, est-ce qu'on peut voler la pluie de ses voisins? Et enfin, est-ce qu'on ne gaspille pas des sommes folles pour une technologie dont l'efficacité reste à prouver? Cette histoire de vol d'eau, ce n'est pas de la théorie, c'est une tension bien réelle. Reprenons le projet chinois sur le plateau tibétain. Ce plateau est la source de grands fleuves qui irriguent l'Inde. Du coup, en Inde, certains perçoivent ce projet comme une menace directe. Ils ont peur que la Chine ne s'approprie l'eau des nuages avant même qu'elle n'ait une chance d'arriver chez eux. Et c'est ça le vrai nœud du problème. On a interdit l'usage militaire, c'est une bonne chose, mais les programmes civils, eux, se multiplient, dans une sorte de Far West juridique. Il n'y a quasiment aucune règle internationale pour gérer ça, pour arbitrer les conflits. C'est un risque énorme, surtout que la technologie, elle, continue de progresser. On se retrouve donc à un véritable carrefour. Cette technologie, est-ce que c'est un outil formidable pour nous aider à faire face au changement climatique, ou est-ce que c'est une menace, une boîte de Pandore dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences? Le dilemme est vraiment là. D'un côté, on a la promesse d'un outil qui pourrait combattre la sécheresse, sauver des récoltes, remplir des réservoirs. De l'autre, on a les risques, des effets secondaires sur l'environnement qu'on ne connaît pas bien, le danger de créer des guerres de l'eau et le risque de détourner de l'argent qui serait plus utile pour des solutions éprouvées, comme mieux économiser l'eau qu'on a déjà. La question finale, c'est peut-être celle-là. En voulant maîtriser le ciel, n'est-on pas en train d'ouvrir la boîte de Pandore? Car au fond, le véritable enjeu n'est pas tant de savoir si on peut contrôler la météo, mais bien de savoir si on doit le faire. Une question immense qui va certainement planer sur notre avenir. Merci d'avoir suivi cette analyse.